Physiquement, je pense que certaines des joueuses ont la capacité de tenir certainement un petit peu plus longtemps sur le court. Mais il y a aussi des activités à côté et il faut privilégier un petit peu la récupération à certains moments. Et on ne peut pas cumuler et une activité professionnelle et une activité d'entraînement à plein temps, c'est pas possible, sinon les joueurs explosent physiquement. Parfois, elles sont demandeuses de plus d'entraînement qu'il ne faudrait. Il faut juste peut-être leur expliquer à un certain moment qu'il faut réduire un petit peu la dose d'entraînement. Ça, il faut qu'elles arrivent à comprendre ça. C'est surtout les jeunes qui arrivent, qui ont tendance à demander plus d'entraînement qu'il ne faudrait. Et au fur et à mesure que le temps passe, elles se rendent compte qu'il faut privilégier la qualité au volume d'entraînement. Si on n'est pas suffisamment proche de l'athlète, on peut difficilement déterminer les limites de chacun. Et on peut aussi difficilement déterminer certaines dérives ou certains problèmes qui peuvent se produire par la suite. Le sport de haut niveau, c'est un subtil équilibre. Quand on n'est pas assez entraîné, c'est la contre-performance. Quand on est trop entraîné, c'est l'accident. Donc il faut toujours surfer sur cette ligne qui est impalpable mais qui est présente. Ma méthode, en tout cas, c'est toujours de convaincre le sportif, et c'est le sportif qui dit « oui, c'est vrai, je ne vais pas faire cette compétition » ou « oui, c'est vrai, je vais prendre 15 jours de repos ». Mais on est là pour leur expliquer. Ça s'appelle le consentement éclairé du malade, d'ailleurs, et ça se retrouve dans n'importe quelle consultation médicale. Sur le côté. On n'est pas là pour aider la performance. On est là pour que le sportif puisse faire sa performance dans les meilleures conditions de santé possibles. Ça fait trop longtemps que je suis dans le sport de haut niveau pour dire que le sport de très haut niveau est bon pour la santé. Par contre, encore une fois, on accompagne des gens qui vivent une passion, et pour qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était plus des petites blessures mal soignées, des petites tendinites que j'ai pas pris assez de temps pour soigner mes blessures. J'étais toujours pressée de revenir pour courir, et à la longue,
ça s'enflamme et ça devient de plus en plus dur de travailler dessus. 2, 3, 4, 5, tu relâches. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on est quasi à cheval. On dit que ce sont des amateurs, mais on est quasi sur des professionnels. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, cette obligation de résultat fait qu'eux, ils ont une obligation d'entraînement. Et cette obligation d'entraînement, les entraîneurs, eux aussi, doivent rendre des comptes. Ils ont aussi des obligations de résultat. Et donc, ils forcent un petit peu la machine. C'est vrai. C'est vrai. Ton maximum, plie au maximum. Allez, pousse. Allez, résultat, allez, encore. Allez, à fond, allez. Allez, à fond. Allez, encore. Allez. Allez. Minutes à 11. Allez Amélie, déjà une minute, allez, écoutez la rotation. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Tout ce qui concerne l'aide à la performance, ça consiste à mettre des outils ou des techniques à disposition du sportif pour améliorer un geste, pour améliorer la qualité d'entraînement. Mais quand on arrive au niveau de l'augmentation ou l'amélioration de la récupération, par exemple, là on commence à manier un outil ou un concept qui est à la limite entre ce qu'il peut faire de naturel. La meilleure des récupérations, c'est de se reposer et de laisser un temps suffisant entre 2 séances d'entraînement. Vous pouvez faire appel aux kinésithérapeutes qui vont, par des massages, des techniques de mobilisation, vous faire récupérer sur le plan musculaire et articulaire, par exemple. Et puis, si ça ne suffit pas, on a tendance à aller chercher, par exemple, des compléments alimentaires, des produits énergisants, des produits pour mieux récupérer. Et puis, si ça ne suffit pas, il y en a qui vont aller encore au-delà de ça, chercher d'autres produits pour rajouter dans les boissons, pour rajouter dans l'alimentation, dans l'optique, soit de mieux récupérer, soit d'améliorer la performance. Donc, notre démarche à nous, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de systématique chez un sportif de rechercher ce qu'on appelle ces aides ergogéniques, ces compléments alimentaires, ces boissons de récupération, qui honnêtement parlant ne servent à rien si on se nourrit normalement, si on s'alimente normalement, si on boit tout fait normalement, et si on prend le temps de se reposer. Vous savez que les produits médicamenteux, en principe, vous prenez un produit le matin, le midi et le soir, voire le matin et le soir, soit 2 fois par jour. Si vous les prenez 2 fois par jour, c'est que leur rémanence dans l'organisme est très faible, c'est-à-dire qu'ils sont rapidement éliminés. Donc ça veut dire qu'ils ont des fenêtres de détection assez faibles. Le PO n'a pas besoin d'être dans l'organisme pour produire son effet. Elle peut avoir été déjà éliminée, mais ses effets, les effets recherchés, c'est-à-dire la fabrication de globules rouges, perdurent.
puisque les globules rouges vivent beaucoup plus longtemps dans l'organisme que ne vit le PO dans le même organisme. Donc on peut très bien calculer son coût, arrêter le PO à temps pour être absolument blanc le jour de la compétition, tout en bénéficiant encore de la présence des globules rouges qui ont été fabriqués grâce aux injections de PO. En ce qui concerne le dopage génétique, le principe serait d'introduire le gène de l'EPO humaine, pour reprendre l'exemple de l'EPO, dans des cellules qui normalement ne fabriquent pas de l'EPO. Et nous avons commencé à étudier ce problème grâce à la collaboration avec un laboratoire de Nantes, le laboratoire de Philippe Moulier, qui avait réalisé certaines expériences sur le macaque. Et nous avons analysé l'EPO produite dans ces conditions et nous avons montré qu'elle n'était pas parfaitement semblable à l'EPO produite par le macaque de façon normale. On aura toujours du retard. Il y a forcément un décalage entre le développement de méthodes pour détecter les produits dans le milieu biologique et puis la mise sur le marché. Le challenge, l'enjeu, si vous voulez, c'est de réduire ce fossé. Et que ça se fasse pratiquement dans la foulée dès qu'il y a un détournement de substances, la détection puisse être mise dans la foulée. C'est pas facile, c'est vrai, d'enseigner l'éthique dans une société comme la nôtre aujourd'hui. C'est vrai que le sport de haut niveau, c'est un petit peu, comme le disait un petit peu mon entraîneur quand je jouais, c'est pas une démocratie, c'est une méritocratie. C'est-à-dire que celui qui gagne a plus automatiquement, puisqu'il a évidemment l'avantage de l'image qui est reproduite un petit peu partout puisqu'il gagne. L'avantage de l'image, c'est aussi l'avantage de l'argent gagné par la suite, de l'estime des autres. Enfin, il y gagne partout. Et c'est vrai que les valeurs du sport de haut niveau ne sont pas forcément éthiques. Après ça, c'est les arbitres, les règles, les entraîneurs qui sont autour qui doivent faire le nécessaire pour que ça marche.